L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Rapport sur l'entrisme, Macron trahi par Retailleau. Information, le droit à la censure pour tous. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bernard Carré, JP Poignant, Pépito, Vanille, Philippe Bohen, Radar Radar. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible en ces temps de censure et de pression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le Parisien dans la tourmente. La situation économique est catastrophique aux Parisiens. Le quotidien enregistre 34 millions d'euros de pertes en 2024 malgré les subventions. Les ventes s'effondrent, moins 9,5% en un an. Au moins 46 journalistes viennent de manifester leur souhait de quitter le quotidien national. Est-ce vraiment surprenant? Le Parisien a été non seulement un grossier torchon pro-Macron, mais aussi un diffuseur de fake news en gros. Un petit récapitulatif des théories du complot par Idriss Aberkane. Sénilité de Biden? Les complotistes avaient raison. Effet délétère de ces produits expérimentaux? Les complotistes avaient raison. Le bandérisme en Ukraine? Les complotistes avaient raison. Attentat du Nord Stream? Les complotistes avaient raison. Origine du virus? Les complotistes avaient raison. Affaire Epstein? Les complotistes avaient raison. Affaire Puff Diddy? Les complotistes avaient raison. Affaire du portable d'Hunter Biden? Les complotistes avaient raison. Pardon préventif de Fauci et du clan Biden? Les complotistes avaient raison. Et on pourrait continuer ainsi pendant des heures. Le Parisien nous a vendu le Mozart de la finance, Jupiter, le maître des horloges. Eh bien, à force de raconter des bobards, l'horloge vient de sonner lugubrement pour le Parisien. Nous nous trouvons donc dans une situation un peu paradoxale. D'un côté, des complotistes qui ont raison sur tout, mais qui sont persécutés, censurés, shadowbannés, et de l'autre, la presse aux ordres en train de mourir en raison de sa collaboration. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Alexis Poulain. Les valeurs de l'UE? Hier, le journaliste Stéphane Lusson répondait à mes questions depuis la Roumanie sur l'état des lieux de la campagne. De manière factuelle et non militante, professionnelle, il a rappelé des faits connus et reliés par des médias roumains et internationaux sur la campagne sous influence. Aujourd'hui, son compte X est suspendu et le shadowban du monde moderne sur YouTube s'intensifie. Mais on est où? Informer est devenu impossible dans une Union européenne qui ne se cache même plus dans sa volonté de censure des voix non alignées ou des informations qui abîment la propagande officielle. Il faut bien prendre conscience que la répression s'est accentuée depuis plusieurs mois. Rémi de Justemilieu, Alexis Poulain, Toxin, Idriss Aberkane, pour parler des plus célèbres, mais il y en a tant d'autres, votre serviteur, ont dû faire face à des attaques de plus en plus fréquentes de trolls, à la censure, aux médisances de Rudi Reichstadt, ou à cette chose très pernicieuse qu'est le shadowban. Malgré tous ces obstacles, nous gagnerons la bataille de l'info. Et pour une raison simple, c'est que le camp d'en face se radicalise et se bouffe entre eux. Le visage de la censure, Nathalie Loiseau, qui défie la commission sur le dossier des ingérences. La présidente de la commission spéciale Bouclier européen pour la démocratie, titre orwellien s'il en est, presse Pustula d'utiliser le Digital Service Act contre les plateformes X et TikTok. Elle a profité d'un rapport d'étape au Parlement pour tancer la timidité du Parti populaire européen sur le sujet. Excellent. Il y a eu une prise de bec entre l'oiseau et la hyène. Il faut savoir que Pustula et les membres du PPE ne veulent pas s'aliéner Elon Musk et Donald Trump. Et puis, il y a notre vigie, Virginie Joron. Ce matin se tenait une conférence sur le DSA avec ADF International. Nous sommes conscients du pouvoir que la Commission prend jusqu'à vouloir contrôler nos pensées. Je rappelle que le texte du DSA ne doit pas être utilisé ni à des fins politiques, ni à des fins de contrôle des élections nationales. Le combat continue pour la protection de nos libertés.
Oui, et quel combat! Thierry Mariani était en Roumanie ce week-end pour défendre Simeone et Jordan Bardella demande une enquête sur l'ingérence de la France lors de la présidentielle roumaine. François Asselineau. Deux conseillers de Trump jugent le résultat de la présidentielle roumaine statistiquement quasi impossible. Si la Maison-Blanche s'en mêle, la Cour constitutionnelle roumaine va avoir du mal à se plier au diktat de l'Union européenne. Quant à Macron, suspect numéro 1 d'une fraude probable, il continue de salir l'image de la France. L'espoir a été de courte durée. La Cour constitutionnelle de Roumanie a rejeté la demande de Simeone d'annuler le résultat de l'élection présidentielle en raison de l'ingérence française et moldave et de la fraude électorale. La demande a été rejetée quelques minutes seulement après le début de l'audience. Est-on pour autant étonné? Non, puisque ce sont ces mêmes juges qui ont annulé le premier tour de l'élection en décembre 2024 en Roumanie, alors que Georgescu était largement en tête, et vous vous rappelez, pour un prétexte fallacieux. En ce qui concerne la défaite de Simeone, il y avait des éléments. Nous les avons montrés. Ces éléments auraient dû être étudiés par les juges. Ils ont refusé. C'est un aveu en somme. Mais une chose est certaine, la Roumanie et le poudré ont provoqué la colère de Washington. Assiste-t-on enfin à l'hallali contre Emmanuel Macron? Néanmoins, la petite cour du poudré continue de distiller ses bobards. Pavel Durov, qui est prêt à témoigner en faveur de Simeone, serait, selon eux, un agent du Kremlin. Et pourtant, Emmanuel Macron assume totalement l'octroi de la nationalité française au PDG de Telegram, Pavel Durov. C'est ironique, hein. On sent bien que les macronistes sont prêts à dire n'importe quoi pour défendre leur patron. En 2021, il nous expliquait que Pavel Durov était ce russe anti-Poutine pour nous expliquer en 2025 qu'il est un agent de Poutine. Les revirements, l'incapacité de gérer l'État, le copinage ont fini par excéder tout le monde. Qui ne comprend pas qu'en 2025, les décisions qui sont prises par le poudré sont faites pour des raisons personnelles et non pas pour l'intérêt général, à part quelques macroniers, car enfin tout craque. La TNT. Avec le départ de Canal+ de la TNT le 6 juin, Jean-Marc Juramy s'interroge. Depuis l'arrêt de C8 et de Énergie 12, les audiences de la TNT s'effondrent, tout comme le nombre de téléspectateurs. Je ne sais pas si c'était le but de l'Arcom, mais le constat est là. Il faut ajouter que ceux qui ont été choisis par l'Arcom pour remplacer C8, Ouest France, gaucho-progressiste, galère pour monter son projet. Macron, c'est la République des copains et des coquins. Observatoire du journalisme. L'ASLA attaque l'Arcom devant le Conseil d'État pour complicité de dérives partisanes. L'Arcom est dans l'illégalité parce qu'elle ne fait pas son travail, qui est de faire respecter le pluralisme des opinions politiques dans les médias qu'elle régule. Eh bien, ça alors, l'Arcom serait un organe de répression au service du pouvoir, car l'Arcom permettrait à la presse mainstream, aux médias mainstream, de faire leur propagande progressiste européiste 24 heures sur 24. Mais qui l'eût cru? Le dossier qui accable Emmanuel Macron, une fois de plus. Frères musulmans, l'entrisme. Emmanuel Macron est furieux lors du Conseil de défense, jugeant les propositions des ministres pas à la hauteur face à la gravité des faits, et il est agacé de la communication du rapport dont des extraits ont fuité. Oh là là, Macron était très en colère, il a fait les gros yeux, la mâchoire serrée, les bras de gorille, un peu comme sur cette vidéo. C'est du théâtre, bien évidemment, de la comédie, de la com, de la propagande. Macron est furieux, mais pour d'autres raisons. Car une fois de plus, il a été pris en flagrant délit de magouille. Oxy. Macron avait reçu le rapport sur l'entrisme islamiste depuis 10 mois. Il a attendu qu'il sorte dans la presse pour réagir. Voilà. Soyons précis. Macron voulait enterrer ce rapport gentiment, sans faire de bruit. Et les raisons sont connues. Petit rappel. Première raison, Emmanuel Macron a toujours flirté avec les influenceurs proches des frères musulmans à des fins électorales, comme Yassine Bellatar.
Yacine Bellatar appelait Macron son frère. Dans cette religion, on ne peut appeler quelqu'un frère que s'il appartient à cette religion. Vous comprenez mieux la manipulation électorale d'Emmanuel Macron. Il était prêt à tout. Quant à Bellatar, ses procès, ses menaces, sa haine sont bien connus. Menacer personnellement quelqu'un de lui faire une Samuel Paty, c'est le frère musulman qu'Emmanuel Macron disait et considérait comme son frère qui le fait le mieux. Et on se rappelle qu'Emmanuel Macron l'avait emmené dans ses bagages au Maroc malgré tous les procès. Bellatar au Maroc, anecdotique, balai Emmanuel Macron. Non, révélateur de sa duplicité et une insulte aux Français. C'est un faux humoriste et un vrai fanatique. Ce voyou a été condamné pour menace de mort et il se vante d'appeler le président son frère. On rêve. La seconde raison, vous la connaissez si vous êtes des fidèles de ces entretiens, ce sont les liens étroits entre le Qatar et ce qu'on va nommer l'UMPS. Que d'hommes et de femmes politiques cités dans de multiples Qatargate. Rachida Dati, Villepin, Darmanin, la mairie PS de Paris, le PSG, et ainsi de suite. Il faut rappeler que le Qatar finance le PSG. Cercle Aristote. C'est bien le même Macron ici avec un fanatique, frère musulman. Emmanuel Macron a réuni mercredi un conseil de défense pour évoquer un rapport consacré aux frères musulmans. Un document qui met en garde contre le développement d'un fanatisme par le bas et pointe une menace pour la cohésion. Peut-on mentir plus qu'Emmanuel Macron? Peut-on être plus irresponsable qu'Emmanuel Macron? Macron a dragué l'électorat fanatique pour être élu. Et aujourd'hui, il accuse des ministres de sa propre politique. Mais rappelons-nous, 2022, quand les frères musulmans appelaient à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. Macron est un bouffon. Il y a une troisième raison, la dimension européenne. Qatargate, nous sommes en 2022. Le compagnon d'Eva Kaili commence à sortir les noms des copains socialistes corrompus. Évidemment, le groupe socialiste n'était pas au courant qu'il votait en faveur du Qatar et cautionnait des ONG bidons. Pour rappel, Eva Kaili était vice-présidente du Parlement européen et lors de perquisitions, la police a retrouvé à son domicile des valises bourrées de billets. En 2025, rien n'a vraiment changé. Comment les frères musulmans ont infiltré l'Union européenne. Pour les frères musulmans, l'entrisme au sein de l'Union européenne a été d'une facilité déconcertante, rappelle Alexandre Delval. C'est sûr, avec tous ces hommes politiques de l'UMPS ouverts. Alerte Info, Sandrine Rousseau est effrayée par le rapport sur les frères musulmans qu'elle compare à la haine dans les années 30. Elle réfute cette idée de l'ennemi intérieur. Les victimes du fanatisme apprécieront. Un peu comme Didier Lemaire, professeur de philo. Qu'avez-vous fait pour me défendre? Didier Lemaire, ancien professeur de philo à Trappes, menacé de mort après avoir averti sur la montée du fanatisme à l'école qui interpelle Prisca Thévenot. Laurence Ferrari. Les frères musulmans travaillent dans l'ombre pour imposer la charia dans la société française. Et ça se manifeste comment concrètement, notre ami Fred, avec ta complicité? Toujours au top, notre ami Fred. Quant à Jean-Michel Laplaty, il accuse plus ou moins ce rapport d'engendrer l'islamophobie. Donc pour Jean-Michel Laplaty, il faut cacher aux Français le rapport sur l'infiltration des frères musulmans, car c'est faire la pub de Bruno Retailleau et la vilaine extrême droite, la censure de la bien-pensance de gauche. Quel dommage que Laplaty ne soit pas journaliste à Riyad, à Abu Dhabi, à Amman, au Caire, etc. Il pourrait dire aux responsables politiques de ces États, qui ont interdit les frères musulmans, qu'ils sont paranoïaques et d'extrême droite. Les traités d'islamophobes aussi lorsque les mêmes responsables politiques alertent sur le fait qu'il y a désormais plus d'islamistes en Europe que dans le monde arabo-musulman. Refuser de voir ce que sont les frères musulmans et leurs projets parce que cela servirait politiquement à X ou Y relève du racisme. Monsieur Aplati ne voit pas que les Arabes ou les musulmans comme des sujets capables d'agir en bien ou en mal, comme n'importe quel être humain doué de liberté et d'autonomie de penser, mais uniquement comme de bons sauvages incapables d'être autre chose que des objets de débat franco-français.
Je pense que vous avez compris. Macron savait donc pertinemment qui est infiltré par les frères musulmans. Il a le rapport dans les médias, dans les partis de gauche, des Verts, la France Insoumise, les socialistes, etc. Il ne voulait donc pas s'aliéner la bien-pensance migrationniste, qui plus est européiste. Mais voilà, Retailleau lui a joué un sale tour. Nous sommes le 8 avril. Retailleau fait fuiter un rapport explosif. 140 mosquées, écoles fanatiques, réseaux occultes, la stratégie des frères musulmans pour imposer la charia dévoilée. Il faut être honnête et reconnaître que Retailleau, en laissant fuiter ce rapport, a explosé façon puzzle toute la propagande d'Emmanuel Macron. Pris la main dans le sac, le poudré, et nous voyons au grand jour ses magouilles, sa duplicité, ses compromissions et toute sa lâcheté. C'est tellement pathétique. Gabriel Attal. Gabriel Attal appelle à faire barrage au Rassemblement national, même avec un bulletin de la France insoumise. Nous étions en juillet 2024. Il faut également ajouter que dans le débat qu'il opposait à Bardella entre les deux tours, Gabriel Attal a expliqué qu'il fallait laisser en paix les femmes voilées. Et aujourd'hui, un macroniste comme Gabriel Attal est le type capable en un an de vouloir interdire l'abaya à l'école, mais laisser les femmes voilées en juillet 2024, de préférer le parti de la France insoumise proche des frères musulmans, et de vouloir interdire maintenant le port du voile aux moins de 15 ans. Tout ce que l'on déteste de cette politique sans conviction. Et j'ajouterai le mensonge. Depuis 30 ans, la DGSI, les préfets, les commissions sénatoriales alertent sur les territoires perdus de la République. Frères musulmans, ce rapport est une claque pour tous ceux qui défendent la République, affirme Gabriel Attal. Il a été le Premier ministre, il savait et il n'a jamais rien fait. Pire, il s'est allié avec le parti qui est l'avocat de ces fanatiques. Pour conclure ce dossier, un petit rappel qui a son importance pour bien saisir la collaboration de nos politiques et de nos journalistes. Depuis leur création, les frères musulmans cherchent à atteindre deux objectifs, la création d'un État islamique et l'application de la charia. La doctrine prônée est souvent comparée à celle du wahhabisme qui a également connu un grand élan de popularité dans les années 70 et 80. Autrement dit, tous ces journalistes et autres gauchistes sont devenus les avocats des frères musulmans qui veulent imposer une théocratie. Cela ne manque pas de sel lorsque l'on se souvient que tous ces gauchistes, autrefois, bouffaient du curé. La justice a-t-elle absous Olivier Véran, Agnès Buzyn ou Édouard Philippe? Covid-19, non-lieu requis pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran pour leur gestion de la crise sanitaire. Sur les réseaux sociaux, on crie à la parodie de justice. Je ne suis pas entièrement d'accord. La décision ne pouvait être autrement. Pas seulement parce que le procureur Rémi Heinz est un proche d'Emmanuel Macron. Non, la décision ne pouvait pas être autrement parce que le dossier était vide. Et pourquoi le dossier était vide? C'est parce qu'Emmanuel Macron a tout mis sous le sceau du secret défense. Non-lieu requis pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Ils ont agi dans l'urgence, avec responsabilité, quand d'autres les accusaient à coups de slogans. La justice efface les calomnies, pas l'indemnité de ceux qui ont hurlé. Le tout sans publier les contrats Pfizer, mais comment fait la justice pour juger alors? Il faut être juste, dans le procès étaient jugés seulement les premiers mois de 2020 et pas l'année 2021. Mais Franck a raison malgré tout sur un point. Le dossier est vide du fait du secret défense. Véran, Buzyn, Philippe ne seront donc pas jugés sur le Rivotril et sur les conséquences exactes du confinement. Il faudra attendre. Mais les pièces du dossier commencent à arriver en provenance des USA. Alexis Poulain. Les responsables du CDC et de la FDA étaient bien conscients du risque de myocardite suite à des injections d'ARN messager et ont pris des mesures pour les minimiser selon un rapport du Sénat US. En France, le sujet des potions Pfizer reste un tabou politique et médiatique, un de plus. Sur l'obligation vaccinale, Béatrice Rosen. En Allemagne, le virologue qui a mis au point les tests PCR admet que la vaccination obligatoire des soignants était une erreur. En France, on n'a toujours pas fait un mea culpa sur les plages dynamiques, les cafés assis, pas d'assis, debout et autres mesures de charlatans qui ont ruiné le pays et la santé mentale des jeunes.
Si on essaie de résumer, sous le sceau du secret défense ou caché illégalement, vous avez le contenu exact des contrats qui ont été signés entre Pustula et Bourla, les conséquences des confinements, la mise en place du pass sanitaire alors que le produit ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection, la vaccination obligatoire des soignants ou leur suspension, le dossier du Rivotril, les effets secondaires, le nombre exact, toute la corruption qui a entouré cette période et le rôle de l'OMS et des progressistes. Tiens, en parlant de l'OMS, la Chine promet de donner 500 millions à l'OMS, ce qui en fera le membre le plus puissant. Cela doit tout vous dire sur les mesures liberticides que l'OMS imposera à la prochaine pandémie. Rappel, le traité des pandémies n'a pas été voté par le peuple français, mais décidé par ses dirigeants, dont Emmanuel Macron. Aux États-Unis, Kennedy organise la riposte. Dehors l'OMS pour les États-Unis. Les États-Unis appellent les autres pays à sortir de l'OMS. Kennedy a accusé l'OMS de subir l'influence indue de la Chine, de l'idéologie du genre et de l'industrie pharmaceutique. L'OMS s'est enlisée dans une bureaucratie excessive, des paradigmes bien ancrés, des conflits d'intérêts et des jeux de pouvoir internationaux, a accusé Kennedy dans son message. Trop souvent, elle a laissé des préoccupations politiques, comme la promotion d'une idéologie du genre néfaste, la détourner de sa mission principale, a-t-il ajouté. Il accuse l'OMS d'avoir étouffé des informations et d'avoir collaboré avec la Chine pour promouvoir la fiction selon laquelle la Covid-19 provenait de chauves-souris ou de pangolins plutôt que de recherches financées par le gouvernement chinois dans un laboratoire biologique du Wuhan. Pour Robert Kennedy Jr., l'accord de l'OMS sur la pandémie adopté mardi par l'Assemblée englobera tous les dysfonctionnements de la réponse de l'OMS à la pandémie. Nous n'y participerons pas. Nous devons redémarrer tout le système. Vous avez compris, Macron peut essayer de cacher le bilan de la pandémie avec des artifices, la justice, le secret défense. Eh bien, ce bilan est en train d'apparaître grâce à Robert Kennedy Jr. Dinguerie des escrologistes. On a réfléchi avec des ingénieurs, rétorque cet adjoint écolo de Strasbourg, à une riveraine excédée par les conséquences d'une piste cyclable ralentissant pendant 45 minutes des dizaines de véhicules sur à peine 300 mètres. Ils ont réfléchi. Et bien pourtant, le résultat est celui de crétins. Explication. Ils ont imaginé, tenez-vous bien, que les vélos et les voitures aient le même espace au centimètre près. Oui, oui, les journalistes ont mesuré. Donc, lorsque deux véhicules se croisent, l'un doit stationner dans des espaces prévus à cet effet. Le résultat de la cogitation de ces mous du bulbe écologistes, eh bien, lorsque la circulation augmente, des bouchons monstres dans un concert de klaxons. Étonnant, non ? La devise des escrologistes, qu'est-ce que l'on va imaginer aujourd'hui pour pourrir la vie des Français ? Effectivement, nous dit Virginie Joron, j'ai encore tenté de rouler en voiture la semaine dernière, c'était l'enfer. Heureusement qu'ils ont réfléchi, hein. Ils ont mis le même espace pour un vélo et une voiture, et ils constatent que cela ne marche pas. Ces escrologistes sont-ils bêtes à bouffer du foin ? À Paris. Enzo Morel toujours. Ces ZFE, on le voit aujourd'hui, elles excluent une partie de la population. Il faut aider les ménages les plus vulnérables, qui sont les plus pauvres, les plus modestes, et qui sont aujourd'hui obligés d'utiliser leur voiture. Mais qui parle ? Le nouveau feuilleton des Shadocks. Changement de rôle. Acte 1, la ville de Paris milite pour exclure et punir les gueux. Acte 2, la ville milite pour que les gueux soient aidés afin de surmonter un problème d'exclusion qu'elle a contribué activement à créer. Acte 3, elle réclame plus de votre argent pour réparer les effets de sa politique de l'acte 1. Au fou. Vous savez, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'il y ait des gens qui soient capables de voter pour Hidalgo ou Sandrine Rousseau. Est-ce que cela va changer en 2026 ? Toujours Alexandre Jardin. La bataille de la ZFE retrouve du souffle. Lyon conserve l'obligation d'appliquer la zone à faible émission pour limiter, paraît-il, la pollution de l'air. ZFE Lyon se rebiffe avec les gueux en soutien des élus locaux, Bastien Join de Calure ou Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, qui ont déjà rassemblé des dizaines de communes et 1300 élus locaux.
Le terrain va contrer l'État et les élections municipales trancheront qui aura été pour ou contre les gueux, qui aura été pour la ségrégation. Le citoyen aura le dernier mot. Oui, on doit voter pour ceux qui agissent et non pas ceux qui brassent de l'air. Retailleau, j'en ai parlé il y a un instant, a fait un joli coup avec le dossier sur l'entrisme. Mais dans les faits, Retailleau, c'est ça. Les restaurateurs vont pouvoir régulariser les étrangers. La nouvelle liste des métiers en tension est enfin publiée. Les immigrés clandestins illégaux pourront obtenir un titre de séjour en travaillant dans la restauration. Ce gouvernement est dingue. Allô, Retailleau, le costaud, t'es où? Bagarre dans un tribunal. Encore. La sauvagerie dans les tribunaux. Scène de chaos en plein procès pour séquestration. La victime lynchée dans le tribunal. Un policier n'arrive pas à les stopper. Les agresseurs prennent la fuite. Retailleau et Darmanin sont des bons à rien. C'est pour cette raison qu'à côté du Rassemblement national, il faut une force Frexit d'union. Hélas, François Asselineau ou Florian Philippot risquent de ne pas avoir les 500 signatures comme en 2022. Et avec l'union des forces Frexit, on peut atteindre les 5%. On aura donc du temps de parole pour briser l'omerta et la censure. Et maintenant, l'horreur, la loi sur la fin de vie. J'ai essayé de comprendre les arguments de ceux qui défendent cette loi, notamment Patrick Cohen. La question de la fin de vie a fait son retour hier à l'Assemblée nationale. Le texte revient coupé en deux propositions de loi, l'une consensuelle portant sur le développement des soins palliatifs, l'autre controversée malgré un large soutien des Français sur une aide à mourir. Hier, à l'ouverture des travaux, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a assuré que telle qu'elle serait encadrée, cette aide à mourir n'ouvrirait pas de rupture anthropologique. Expression souvent entendue. Comment la définir? On a envie de répondre à Patrick Cohen, eh bien, regardez dans un dictionnaire. Mais que va faire Patrick Cohen? Il va utiliser tous ceux qui déconstruisent justement notre civilisation. Et il va finir par expliquer que la rupture anthropologique est indéfinissable. Bel exemple de sophisme. La rupture anthropologique est indéfinissable, donc cela n'existe pas. Il n'y a donc pas de rupture anthropologique. Patrick Cohen vient d'effacer 2500 ans de science. En effet, une société et une civilisation se construisent avec des principes partagés par le plus grand nombre. C'est la définition même de la civilisation. Quelques principes, tu ne tueras point, c'est un commandement religieux, et particulièrement les innocents et les plus faibles. Et puis, il y a ce principe médical que connaissent tous les médecins, le serment d'Hippocrate, ne pas nuire. Rompre avec ces principes, eh bien, c'est ce qu'on appelle une rupture anthropologique. Pour vendre cette loi infâme, tous ces progressistes ont invoqué un droit, le droit de tuer. C'est bien une rupture anthropologique. Le Figaro. On a été extrêmement prudent dans nos estimations et pourtant nous arrivons tout de même à ce chiffre. 1 million de Français seront éligibles à une demande d'aide à mourir. Alerte Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs. Oui, la pression est déjà sur les patients. Notre réponse aujourd'hui, c'est une solution. Une solution qui va imposer, qui s'est déjà instillée dans la culture de nos contemporains. Aujourd'hui, quand vous êtes atteint d'une maladie, un cancer évolué, et que vous entendez à la télé que la préoccupation, c'est de savoir avec quels critères de minutie on va organiser non pas votre fin de vie. Et oui, certains, par ce débat, ont déjà mis la pression de la mort sur des gens qui souffrent. Montrer la direction de la vie. À Notre-Dame de Paris, les catholiques veillent et prient contre cette loi. Et puis, on n'en finit plus de découvrir l'horreur de cette loi. L'anorexie sera donc un motif valable pour mettre fin à ces jours. Les sales macronards ont trouvé comment combler le trou de la Sécu. Et les gauchistes, ces pauvres imbéciles, d'applaudir car leur idéologie débile se résume désormais à chacun fait ce qui lui plaît. Juste un chiffre. 100 000 personnes en France font des tentatives pour mettre fin à leur jour. Il n'y a que 10% qui meurent. Mais avec cette loi, on pourrait atteindre 100% de réussite, entre guillemets. J'imagine que vous êtes comme moi, que vous connaissez des personnes qui ont fait ce genre de tentatives, heureusement ratées, et qui se retrouvent quelques mois, quelques années plus tard, très très heureuses. Ce projet de loi est monstrueux. Catherine Vautrin.
cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants. Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime, qui est absolument... De la victime pardon. Étonnant, mon lapsus, pardon, pas de la victime. Le premier élément, c'est le consentement de la victime. Énorme lapsus de la ministre qui porte ce projet de rupture civilisationnelle. Un lapsus très révélateur. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé les nouvelles de Juan Branco. Il va mieux. Alerte info, Juan Branco va beaucoup mieux. Et sur cette bonne nouvelle, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec la Bourgogne, Lyonne républicaine, franchouillard et fier de l'être. Vin rouge, béret, charcuterie, farandole, marseillaise et jodassin. L'ambiance fête de village revient en force. C'est cadeau pour le Cassos Witz. Naufrage un de plus pour un député insoumis venu critiquer le rapport sur les frères musulmans mais qui avoue ne pas l'avoir lu. Vous parlez d'un document que vous ne connaissez pas, j'ai envie de dire comme d'habitude. Le Gorafi. Emmanuel Macron déménage en Ukraine auprès d'un peuple qu'il aime vraiment. Petit scandale réel d'Emmanuel Macron avec François Asselineau. Le comble de la honte. La 155e brigade ukrainienne formée et équipée par la France, sous la supervision de Macron, n'est qu'un nid à scandale. Détournement de fonds, passe-droit, un quart des soldats, 1200, dont 50% formés en France, ont déserté. Tout ce que touche Macron se transforme en matière fécale. Le chef des jeunes socialistes jugé pour avoir braqué la caisse du parti. Leur chef a déjà braqué 1000 milliards d'euros aux Français. Aurore Berger, elle envisage d'être candidate à la présidence de la République. Désolé pour le Gorafi qui va devoir déposer son bilan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.